Alors jusqu'ici, le Bénin était épargné par le terrorisme. C'est un signe qu'il se propage en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, le terrorisme? Alors je ne sais pas si nous devons garder l'appellation terrorisme, parce qu'évidemment le terrorisme c'est l'autre, hein. Quand on veut tuer son chat, on dit qu'il a la rage, on dit qu'il est terroriste. En revanche, la violence, elle se répand. Il s'agit à mon avis d'une violence sociale beaucoup plus que d'une violence religieuse, même si elle emprunte une grammaire religieuse, un vocabulaire religieux. Mais la véritable question, me semble-t-il, c'est la question agraire, l'accès à la terre, les relations entre les nomades, les éleveurs d'une part et d'autre part les paysans sédentaires, mais les deux distinctions sont compliquées. Et je crois que la vraie question est là, et malheureusement cette question elle est d'envergure sous-continentale, elle concerne l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et inévitablement des pays comme le Bénin et peut-être demain le Togo seront concernés. Alors Silla Mohamed en Côte d'Ivoire met en cause la porosité des frontières. Il dit même les islamistes se promènent d'un pays à l'autre. Est-ce le facteur déterminant de la propagation du terrorisme, en tout cas de cette violence dont vous parlez? Non, ce n'est pas le facteur déterminant, mais l'Ouest africain a toujours été une zone de circulation. D'une certaine manière, l'État colonial a introduit ce que je nomme dans le livre une distorsion, en territorialisant cet État, en fixant des frontières supposées être intangibles. Encore faut-il bien voir que les Africains reconnaissent la souveraineté de leur État, reconnaissent les frontières, mais les violent systématiquement. Et cela est vrai du petit contrebandier comme du ministre du Commerce, du président de la République ou de son épouse, qui sont quand même de grands opérateurs de la contrebande. Donc, au fond, les djihadistes empruntent le même mode opératoire, la même mobilité. Tout africain. Oui, Peut et se déplacer. l'espace ouest-africain a toujours été parcouru de mobilité, aussi bien la mobilité des hommes, commerciale, intellectuelle, par le biais de l'islam, mais également, pourquoi pas, militaire, que par la circulation du bétail, par le biais de la transhumance. Alors j'aimerais qu'on revienne sur une attaque qui a surpris, c'était en avril en RDC, attaque revendiquée par Daesh. Comment vous analysez ce cas isolé en Afrique centrale? On n'a jamais vu ça. Alors, nous avons quand même assez peu d'éléments, mais il faut se méfier de ce genre de revendications, parce qu'il y a des effets d'opportunisme, aussi bien de la part de mouvements armés locaux qui ont tout intérêt à se réclamer d'un label, hein, d'une espèce de marque globale, pour accroître leur visibilité, pour accroître leur capacité de négociation, que de la part des grandes centrales, si je puis dire, ou des grandes appellations terroristes globales, qui, elles, ont intérêt à montrer qu'elles sont capables d'ouvrir de nouveaux fronts. En l'occurrence, nous n'avons aucun élément tangible permettant d'établir un lien réel entre cette attaque, le ou les mouvements armés ou les acteurs armés qui l'ont pratiqué d'une part, et d'autre part Daesh. Alors toujours est-il que pour la première fois, le chef de l'État islamique, al-Baghdadi, a appelé en avril les franchises maliennes et burkinabées de Daesh à intensifier les frappes contre la France et ses alliés africains. Qu'est-ce qui se joue pour Daesh sur le continent africain? Pour Daesh, la capacité de montrer qu'il est toujours actif, qu'il peut frapper non seulement au Proche-Orient, mais aussi, pourquoi pas, en Afrique subsaharienne, alors même qu'il a perdu l'essentiel de son emprise territoriale en Syrie et en Irak. Mais je le répète, l'effet d'opportunisme me semble évident, et en réalité, les racines, la base sociale du djihadisme en Afrique de l'Ouest est locale, et même souvent d'ailleurs beaucoup plus une base de terroir historique, hein, très limité dans des terroirs historiques qui s'inscrivent dans une longue durée, que dans des logiques globales. Même si le djihadisme, ou de manière beaucoup plus générale le salafisme, y compris le salafisme quiétiste, non politique, non violent, sont des manières de s'inscrire dans la globalité. Il faut bien comprendre que le salafisme et le djihadisme, mais j'établis véritablement une distinction entre les deux, sont des moyens pour les Africains de s'affirmer dans la globalisation du monde et de récuser le particularisme de leur société d'origine, de récuser la parenté, de récuser... il est très clair, par exemple, que les salafistes, les djihadistes, tout comme les pentecôtistes dans la sphère chrétienne, ne sont pas, par exemple, très favorables aux funérailles, aux fêtes familiales, etc., et remettent en cause le principe lignager, le principe de la parenté. Alors, en tout cas, pour Zinzin, on peut se poser la question des moyens en équipement et financement pour lutter contre le terrorisme. Estimez-vous que les États africains prennent assez la mesure de cette menace djihadiste, terroriste, de cette violence sociale dont vous parlez?
Je pense qu'ils ne prennent pas la vraie mesure du phénomène, c'est-à-dire la mesure sociale et politique, et que ces États africains engagent, sur la recommandation des puissances occidentales et notamment de la France, des réponses militaires qui, à mon avis, ne font qu'aggraver le problème, en déplaçant des populations, en donnant une envergure globale à des mouvements qui sont souvent très circonscrits dans leur emprise, en plaçant les populations entre l'enclume de la répression et le marteau des mouvements djihadistes, en instaurant un régime de peur. Et tout cela est, à mon avis, propice à la violence. On voit très bien d'ailleurs comment, dans le bassin du lac Tchad, les interventions du Tchad, du Cameroun au Nigeria pour lutter contre Boko Haram se sont traduites par l'extension du terrorisme dans leur propre territoire, tout comme d'ailleurs l'intervention du Kenya en Somalie avait abouti aux attentats de Mombasa ou de Nairobi, ou dans la région de Lamou. Donc vous êtes peut-être d'accord avec Richard Guetta à Abidjan, qui lui est très pessimiste. Il nous dit « Toutes les armées du monde confrontées au terrorisme sont en difficulté ». Vous partagez son analyse Oui, tout à fait. Et à mon avis, la réponse ne peut être que sociale et politique. Il faut bien voir que l'État, notamment à la suite des politiques de libéralisation économique qui ont été conduites avec les programmes d'ajustement structurel dans les années 1980, cet État est un État d'injustice, il produit de l'inégalité sociale, il exclut, il contraint à la subalternité, à la pauvreté, des pans entiers de sa population. Il y a également la question très délicate qui est refoulée politiquement parce que cela fait mauvais genre, mais qui est celle de l'esclavage, c'est-à-dire des anciens captifs. Et je crois que ce phénomène, il est très important dans le nord du Nigeria et il contribue à expliquer la mobilisation de Boko Haram. Donc la question du djihadisme, c'est une question sociale et elle pose la question de la réponse politique qu'on peut lui apporter. La réponse militaire est non seulement vaine, insuffisante, mais même dangereuse. Justement, un moyen pour combattre le terrorisme, c'est de s'attaquer, nous dit Nouriat Moussa à Lomé, à la pauvreté, la corruption, à ces populations qui se sentent délaissées. C'est ce qui fait en fait finalement le terreau des djihadistes et qui permet finalement incontestablement l'expansion du terrorisme sur le continent. Il faut voir que les djihadistes, même s'ils ne nous sont pas sympathiques, apportent des réponses concrètes à des problèmes non moins concrets de ces populations et en particulier dans les campagnes. Par exemple, les contentieux agraires, les contentieux fonciers, soit entre agriculteurs, soit entre agriculteurs et éleveurs, sont accentués par ce que l'on appelle la titrisation des terres, c'est-à-dire l'appropriation privée de la terre. Selon une logique capitaliste, la terre, elle t'appartient ou elle m'appartient. Dans des contextes historiques où il y avait une mutualisation qui était conflictuelle. Il ne faut pas se faire une idée irénique des sociétés anciennes. Mais enfin, il y avait des modes de mutualisation de la terre qui sont progressivement relégués par la généralisation de la propriété privée de la terre au sens capitaliste du terme. Donc multiplication des conflits agraires et face à ces conflits agraires, l'État dit de droit, l'État de facture occidentale n'apporte aucune réponse satisfaisante parce que sa justice est lente, elle est corrompue et elle est incompréhensible puisqu'elle se pratique en français et dans un français que ni vous ni moi ne maîtrisons véritablement puisqu'il s'agit d'un français juridique. Les djihadistes mettent en œuvre une justice qui est dure mais qui est rapide, qui est une justice de proximité qui est compréhensible, y compris linguistiquement parlant. Et il faut bien voir que pour une tête coupée, les cadis dans l'obédience djihadiste, les juges islamiques dans l'obédience djihadiste, rendent des centaines d'arbitrages dans le domaine, par exemple, du contentieux foncier. Donc ils apportent une réponse très concrète que l'État de droit ne fournit pas aux populations, par exemple, rurales. On retiendra que le terrorisme découle d'une violence sociale. Merci beaucoup Jean-François Baer d'être venu sur notre plateau. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest, des empires à la nation. Avec deux co-auteurs. Avec deux co-auteurs, Giovanni Zanoletti et Ibrahima Poudiougou. Un livre à retrouver aux éditions Cartala. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.